et bienvenue en Principauté de Monaco où nous recevons aujourd'hui Jean-Philippe Ackermann. Sans diplôme, sans avoir fait d'études, mais avec un optimisme à toute épreuve, il va nous raconter comment il a réussi une brillante carrière professionnelle de chef d'entreprise, coach et conférencier. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour Laura. Vous racontez souvent dans vos conférences que vous avez démarré dans la vie grâce à un bac G1. Alors finalement, comment êtes-vous arrivé à ce fameux bac G1? J'étais pensionnaire et la même année, on m'a autorisé à redoubler la seconde parce que j'avais pas de très bonnes notes. Mais comme j'étais turbulent, on m'a mis dehors et j'ai loupé pour la deuxième année le BEPC, ce qu'il fallait quand même le faire, louper le BEPC. Donc mon père est venu me chercher de Valence à Sainte-Colombe-les-Viennes. Et dans la voiture, ça a été un silence terrible. Il n'a pas voulu me parler parce que lui, c'est un bon élève, il a des diplômes d'ingénieur. Il ne comprenait pas que moi, je ne travaille pas en fait. Il me dépose à l'appartement et il s'en va. Et il est revenu 2 heures après en disant, voilà, je t'ai trouvé un travail de plongeur, puisque de toute façon, tu ne sais rien faire de ta vie, donc tu seras plongeur toute ta vie. Et ma mère, elle a refusé ça. Et le lendemain, elle a fait le tour des écoles. Et il y avait une école, le Corps commercial Notre-Dame, qui lui a dit ok, on veut bien prendre votre fils, mais pas en G3, pas en G2, en G1. Et G1, c'était sténodactylo. Et en fait, le bac G1, c'est ce qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Comment avez-vous réussi à devenir directeur général d'une entreprise à l'âge de 27 ans avec pour simple bagage ce bac G1? Alors moi, je me suis dit, puisque je n'ai pas de diplôme, personne ne va m'embaucher, donc il y a un seul métier à faire, c'est le métier de chef d'entreprise. Et donc à 23 ans, j'ai ouvert ma première entreprise, c'était un magasin de sport dans le Gers, et à 26 ans, je l'ai fermé. Et en fait, en 3 ans, j'ai su créer les 3 actes managériaux d'une entreprise qui sont de créer, gérer et fermer. Il fallait que je trouve un métier, et par mon père qui m'a informé que dans la Mutualité française, on cherchait des commerciaux. Donc j'ai fait un stage de 6 mois à Paris pour devenir commercial, ce qu'on appelait conseiller mutualiste. Et puis j'ai été muté à Avignon. Et 6 mois après, le directeur commercial me dit bon, je vais prendre ma retraite, donc je postule pour être directeur commercial et on me nomme directeur commercial. Et puis 6 mois après, à l'âge de 27 ans, le directeur général vient me voir un soir dans mon bureau et il me dit Jean-Philippe, je vais prendre ma retraite. Et je lui dis mais moi ça m'intéresse d'être le directeur général. Il me dit comment tu vas être directeur général, tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas managé d'équipe avant. Je dis non, mais j'ai envie de le faire, je sens que je peux le faire. Et en fait, ils ont accepté. Et le 3e jour, là, je lui dis un peu un ton affirmatif, maintenant je veux voir les comptes. Et là, j'ai compris. J'ai compris pourquoi on m'avait nommé directeur général de la société, parce que la société était en très très mauvaise situation financière. Ils m'ont dit plus tard, si tu échouais, c'était dans l'ordre des choses, mais on s'est dit peut-être qu'il peut, avec sa jeunesse, peut-être qu'il peut réussir. Et en fait, au bout d'1 an, on avait réussi à redresser la société. Mais alors concrètement, comment vous avez réussi à redresser cette société en 1 an? Alors, vous avez compris, je n'avais pas de compétences managériales. Mais à 21 ans, je m'étais promis d'être heureux. Et donc, comme moi, j'avais décidé d'être heureux, je me suis dit, si je donne du bonheur à mes collaborateurs, peut-être que ça peut fonctionner. Parce que moi, quand je suis heureux, j'ai envie de faire les choses, j'ai envie de travailler. Et je me suis dit aussi que si j'arrivais tous les matins en faisant la tête, en disant qu'on n'y arriverait pas, que c'était foutu, j'étais sûr des résultats. Et tous les matins, j'arrivais avec le sourire, en disant voilà, on est en train de faire un super job, on est en train de redresser la société, on va y arriver, etc. Et en fait, sans le savoir, un peu comme M. Jourdain, avec ces 2 clés que sont le bien-être au travail et puis l'optimisme du dirigeant, en un an, on a redressé la société. Alors, comme ça a bien marché, derrière, on m'a confié d'autres mutuelles. Et puis, quelques années plus tard, il y avait une très grosse mutuelle qui avait les mêmes difficultés financières à Marseille. Et donc, ils m'ont contacté pour me dire, Jean-Philippe, est-ce que tu veux faire à Marseille ce que tu as fait à Avignon? J'ai dit oui. J'ai fusionné les deux. Et avec ces 2 mêmes convictions, un peu plus de compétences managériales cette fois-ci, j'ai créé un groupe de 350 salariés. Ce groupe, c'est ce qui a donné naissance aux Mutuelles du Soleil, dont le siège est à Nice aujourd'hui. Toujours avec votre bac G1, racontez-nous comment vous vous êtes retrouvé président de la Jeune Chambre économique d'Avignon. En fait, quand je suis arrivé donc, à la tête de la direction de la mutuelle, le conseil d'administration m'a dit il faut absolument que vous fassiez du réseau. J'avais envie de faire de l'économie. Et donc je me suis retrouvé là, à la Jeune Chambre économique d'Avignon. À l'époque, quand je suis rentré, il y avait 4 membres.
C'est vraiment, je suis arrivé, je dis mais c'est quoi cette histoire, etc. Et les réunions étaient dans un garage. Mais ça m'a plu et donc je me suis investi. J'ai fait un congrès, 2 congrès, 3 congrès. Puis un jour on m'a dit ça serait bien si tu prenais la présidence. Et là en fait, sous mon mandat, on a développé la Jeune Chambre économique pour arriver à 35 membres. Et voilà, ça c'était en 1987, donc c'est comme ça que je suis arrivé, c'est-à-dire que le diplôme là ne comptait plus, c'était juste le fait, la volonté, l'enthousiasme, l'optimisme et puis de vouloir faire des choses. Et ce qui a été extraordinaire, c'est qu'après, j'ai été président régional PACA, et puis plus tard, en 1990, j'ai été président national de la Jeune Chambre économique française, où là j'ai été amené à diriger pendant un an plus de 7000 membres et 285 jeunes chambres. Et ça a été une expérience extraordinaire parce que j'ai été invité à l'Élysée, j'ai été invité à Matignon, j'ai été invité par la présidence de l'Assemblée nationale, par la présidence du Sénat. Enfin, j'ai signé des contrats avec le ministère du Travail. Ça a été une année extraordinaire, toujours avec mon bac G1 en fait. Expliquez-nous comment votre carrière a pris une dimension plus internationale par la suite. Quand j'ai fini mon mandat de président national, pendant 3 ans, j'ai été représentant auprès des Nations Unies pour cette ONG qui était une ONG mondiale. Il y a 2 postes, il y en a un qui est à New York et l'autre qui est à Genève, et moi comme j'étais français, j'étais à Genève. Et en 1992, il y a eu le premier sommet de la Terre à Rio de Janeiro, et j'étais parmi les délégués, je représentais la Jeune Chambre internationale, nous étions 2. Et après, j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de chefs d'État, parce que quand on est délégué auprès des Nations Unies, on rencontre les chefs d'État. Comme quel chef d'État, par exemple? Margaret Thatcher, j'ai rencontré bien évidemment François Mitterrand, qui était président à l'époque. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer Helmut Kohl, je pourrai lui parler plus tard après. Et puis après, j'ai eu la chance d'être secrétaire général d'une session aux Nations Unies. À 40 ans, vous vivez un point de rupture dans votre vie et vous changez totalement de direction. Comment ça s'est passé concrètement? Un matin, je me réveille et je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc j'arrive au bureau et il y avait mon assistante qui était là. Elle avait sous son bureau un sous-main qui était une forme de carte du monde. Et je lui ai dit, ferme les yeux, prends un stylo. Et moi, je bougeais la carte. Et à un moment donné, je lui ai dit, vas-y, mets le stylo. Et là où tu mettras le stylo, j'irai. Et donc, quand elle est tombée sur Martinique, c'était plutôt sympa. En Martinique, j'ai dit, c'était fini. J'ai envie de faire autre chose. Et alors, donc après ce retour de Martinique, comment ça se passe au travail? Je rentre, je continue mon travail et je vois mon président et je lui dis voilà, j'ai plus envie. Donc ça se passe pas très bien parce qu'il voulait me garder, moi je voulais partir. Enfin bon, on a négocié tout ça, etc. Et puis un soir, comme ça, j'ai dit à mon épouse, bon ça y est, voilà, je ne lui appartiens plus à la société, on a trouvé un terrain d'entente. Et elle me dit, qu'est-ce que tu vas faire? Écoute, je vais ouvrir une société de conseil parce que j'aime ça, j'aime faire du coaching, j'aime faire du conseil. Je ne parle pas anglais, je vais aller 1 mois au Canada anglophone parce que là j'ai des amis qui m'attendent. Et puis j'ai pas de diplôme, j'ai qu'un bac G1, donc je vais aller passer un MBA. Donc en fait, vous êtes passé directement du bac G1 au MBA, Je suis passé directement du bac G1 au MBA parce qu'avec mes 17 années de directeur général, et c'était la valorisation des acquis de compétences qui a fait que j'ai pu passer un MBA en 15 mois. Est-ce que vous pouvez nous détailler ce point de rupture de vie à 40 ans? Jusqu'à 40 ans, j'ai vécu pour faire ma profession. Et je me suis dit, tiens, si je faisais des choses un peu particulières. Alors je me suis mis à faire du parachutisme. Je me suis mis à faire du bungee. J'ai fait des phases nord de montagne, j'ai fait des triathlons, j'ai fait des marathons. En fait, je me suis amusé et j'ai voulu tenter beaucoup de choses, tester plusieurs choses, parce qu'en fait, on vit qu'une fois. Et que c'est sympa de tester tout ce qui se passe sur Terre et dans la vie. Alors, quelle opportunité le MBA vous a donné? Moi, je faisais de la pratique en tant que directeur général. Et ça m'a appris la théorie. Et ça a été intéressant, en particulier sur la stratégie d'entreprise que je faisais un peu comme M. Jourdain. Et un jour, l'Université d'Avignon m'appelle et me dit, voilà, on a besoin d'un professeur, ce qu'on appelle un PAST, un professeur associé à temps partiel, pour enseigner la stratégie et le leadership positif auprès des Master 2. J'aurais jamais pu le faire si je n'avais pas le diplôme correspondant au Master. Et le MBA, en fait, c'est un master. J'ai passé 9 années extraordinaires à enseigner. Et donc, comme je n'étais pas un vrai prof, je faisais un peu le show. Donc, j'avais des amphis complètement pleins, des gens sur les escaliers qui n'étaient pas inscrits à cette section-là, qui venaient juste m'écouter et passer 3 heures pour apprendre la stratégie d'entreprise. Racontez-nous maintenant comment l'ancien grand timide que vous étiez est devenu conférencier. Quand je suis nommé président de la Jeune Chambre économique d'Avignon, où je remonte de 4 à 25 membres, il y a le congrès régional. Le président régional me dit, j'aimerais bien que tu parles pour exprimer et pour nous expliquer comment tu as fait là.
Et j'ai dit, mais tu sais, moi, je ne sais pas parler en public, j'ai jamais parlé en public. Et donc, il me dit, non, je veux absolument que tu parles. Donc, je prépare un discours chez moi, je suis fiévreux et tout, etc. Donc, je monte sur scène. J'étais accroché au pupitre, je tremblais, je transpirais. Je finis, les gens m'applaudissent, je redescends me cacher et tout. Mais en fait, j'avais cassé l'armure. Et surtout, j'ai compris que je pouvais parler en public, que je pouvais impacter des gens par le discours, par la façon d'être et par la façon de dire les choses. Forcément, quand j'ai été président national, j'ai parlé devant 2000 personnes, seul sur une scène à Acropolis à Nice lors d'un congrès national. Et c'est comme ça que c'est parti. L'une des qualités d'un leader est de dépasser ses propres limites. Ce que vous faites en 2014, alors que vous êtes installé depuis peu en principauté en organisant un événement majeur. Et sur Google, je tombe sur Ligue des optimistes de France. Alors, je me dis quand même, je veux bien qu'on soit optimiste, mais il y a quand même des gens qui sont barrés, quoi. Créer une Ligue des optimistes de France. Mais bon, ça m'intrigue. Et donc je vais voir qui est derrière. Et là, je vois Mathieu Ricard, Éric-Emmanuel Schmitt, je vois Jean d'Ormesson, Thierry Saucé, enfin je vois des grands noms, quoi, qui sont membres de la Ligue des optimistes de France. Et puis je regarde les valeurs, je regarde la finalité, je regarde la mission, qui est de développer l'optimisme auprès des particuliers et auprès des entreprises pour favoriser la paix dans le monde. Je dis ça me plaît, quoi, c'est vraiment moi. Donc je m'inscris. Ce faisant, je reçois des newsletters tous les lundis. Et sur une newsletter, je vois Dîner des optimistes à Lyon. Je dis, tiens, c'est plutôt sympa ça. Puis je laisse passer. Et puis je vois plus tard Dîner des optimistes à Paris. Et là, je me dis, mais et si je créais un Dîner des optimistes à Monaco? Et alors, on me donne un numéro de téléphone, je tombe sur le secrétaire qui est devenu un ami depuis. Et je lui dis, voilà, moi, je voudrais créer un Dîner des optimistes à Monaco. Alors, je lui dis, je ne sais pas comment faire. Mais je lui dis, mais ce que je voudrais faire, c'est aller plus loin. Je voudrais créer la Ligue des optimistes de la Principauté de Monaco. Et là, il me dit cette parole extraordinaire, il me dit, ah, là c'est différent. Parce que là, il faut demander au président mondial. Je dis, quoi? Il y a un président mondial? C'est une Ligue mondiale, Ligue des optimistes? Il me dit, oui, c'est un Belge qui l'a créé, donc il nomme le numéro de téléphone du Belge. Et c'est comme ça qu'on crée ce repas des optimistes à Monaco, où le président mondial est là, et où la télévision et toute la presse monégasque est là, en présence, et que je réunis 150 personnes alors que j'arrive sur Monaco depuis à peine 6 mois. Et c'est de là que ma sœur m'a dit, eh ben, tu dois absolument faire des conférences sur l'optimisme. Ma femme me l'avait dit quelques mois avant, et ma sœur m'a conforté. Et c'est comme ça que je suis devenu en fait conférencier. Quel est le plus grand coup d'éclat que vous ayez fait dans votre vie professionnelle, dans votre vie de conférencier? Un jour, comme ça, je suis invité au restaurant par le secrétaire général de la Fédération de la vente directe, une grosse fédération française. Quelques semaines plus tard, il me rappelle et il me dit, voilà, je voudrais bien que vous veniez, Jean-Philippe, pour les 50 ans de la Fédération de la vente directe, qui va donc se passer à Monaco, et je voudrais bien que vous nous donniez votre conférence sur le bonheur. Et ce qui est très particulier, c'est que quelques semaines plus tôt, lors d'un spectacle que j'avais vu à Paris, j'avais rencontré une chanteuse professionnelle qui était une chanteuse de la comédie musicale Mamma Mia et un humoriste professionnel qui a un grand succès en Allemagne en particulièrement. Et je leur avais dit, voilà, j'ai envie de faire une conférence spectacle sur le sujet du bonheur, j'aimerais avoir un humoriste et j'aimerais avoir une chanteuse, est-ce que vous seriez prêts à travailler avec moi? Il m'avait répondu positivement. Et quelques semaines après, ce monsieur me dit, je voudrais que vous me donniez votre conférence sur le bonheur. Mais à l'époque, elle n'était pas spectacle. Il me dit donc, Jean-Philippe, voilà, donc c'est les 50 ans, j'aimerais bien que vous donniez votre conférence sur le bonheur, mais on va être clair, vous allez avoir 300 patrons devant vous, donc ça veut dire que je ne vous paierai pas, parce que vous ferez votre communication en même temps, et peut-être qu'il y a des gens qui derrière vous passeront commande pour leur société. Donc, je lui dis oui, et dans la tête, je me dis, ben, je vais lui vendre la conférence spectacle. Il me dit, ah bon? Ben oui, c'est bien. J'ai dit, mais est-ce que vous avez des photos? Est-ce que vous avez des vidéos? Et j'ai dit, non, j'ai ni photo ni vidéo parce qu'elle n'est pas écrite. Donc il me dit, mais moi, ça ne marche pas parce que je ne commande jamais quelque chose que je n'ai pas vu. Et il me dit, je n'ai pas le droit de prendre de risques. Alors j'ai cette parole audacieuse où je lui dis, ben, ne prenez pas de risques. Commandez-moi. Il me dit, comment, si je prends pas, la conférence, vous ne l'avez pas écrite, vous ne l'avez jamais faite, et vous me dites, ne prenez pas de risque, commandez-moi. Je dis, oui, pourquoi? Mon cabinet est à Monaco. Je n'ai pas le droit de me louper. Je suis là devant vous parce que c'est par une relation
que je suis là. Je n'ai pas le droit de décevoir cette relation-là. C'est vos 50 ans, je n'ai pas le droit que vos adhérents vous disent que vous êtes loupé. De toute façon, je vais la réussir. Et il me dit d'accord. Et alors, ce qui est extraordinaire, il me dit, mais par contre, je ne peux pas vous payer plus de 3 000 euros. 10 minutes avant, il m'avait dit que c'était zéro. Mais ce qui est particulier, c'est que le secrétaire général m'avait dit, bon, vous jouerez votre conférence de 10h à 11h, parce qu'après, à 11h, j'ai le moment le plus important de cette convention de 2 jours, qui est une table ronde entre tous les présidents des nations, puisque c'est une fédération mondiale, et où chacun va expliquer comment il voit l'avenir de la vente directe, chacun dans leur pays. Je vais avoir l'allemand, l'américain, l'italien, l'anglais, et donc vous passerez juste avant. Et je lui dis non, je passerai le dernier. Parce que je vais mettre tellement chaud, ça va être tellement fort, que derrière vous ne pourrez pas faire votre table ronde. Et on a eu 300 chefs d'entreprise qui à la fin chantaient, dansaient, tapaient des mains, et jamais il aurait pu faire sa table ronde. À vous écouter, on pourrait dire que c'est facile d'être optimiste quand on a tout réussi dans sa vie, non? C'est facile, mais ce n'est pas parce qu'on prend la décision d'être heureux, décision que j'ai prise à 21 ans, qui est pour moi l'acte le plus audacieux que j'ai pris dans ma vie. Ce n'est pas parce qu'on prend cette décision-là qu'on n'a que des hauts. Moi, j'ai connu beaucoup de bas. J'ai fait faillite, j'ai quitté les entreprises parfois précipitamment, je n'ai pas fait que des mauvaises affaires, mais chaque fois, je me suis redressé. Et à partir du moment où on se donne du bonheur, de l'optimisme, de l'opportunité, tout devient facile, même les difficultés. L'échec, soit il nous met dans la déprime, parce que je ne sais pas comment réagir, soit il nous met au contraire dans la performance, il nous met dans la croissance, parce que j'ai les clés du bonheur et j'ai les clés de l'optimisme, et il nous fait grandir. Est-ce que vous êtes né dans une famille d'optimistes? D'où ça vous vient, cette idée? En fait, je suis né d'une mère optimiste et d'un père terriblement pessimiste. Voilà. Et quand j'ai grandi, j'ai fait volontairement l'inverse de mon père. Quelles sont les clés de vie que vous appliquez au quotidien et que vous pouvez transmettre à tout le monde? En fait, il y en a plusieurs. Il y en a une, c'est toujours parler positif. Par exemple, tout à l'heure, au lieu de dire « je n'ai pas fait que des bonnes affaires », je lui dis « je n'ai pas fait que des mauvaises affaires ». Vous voyez, et quand je parle, je travaille sur la plasticité de mon cerveau, et mon cerveau, je suis en train de le rendre aussi positif, et donc de penser positif. Et c'est itératif, c'est-à-dire je pense positif, je parle positif, je parle positif, je pense positif. Le fait de parler positif libère des hormones qu'on appelle la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine, les endorphines, qui sont des hormones du bien-être, du bonheur, de la satisfaction. Une autre clé aussi, c'est de savoir relativiser les choses. Malheureusement, moi je voudrais vivre 200 ans, mais je sais qu'à un moment donné, ma vie va s'arrêter. Donc à partir du moment où je sais ça, je vais relativiser les événements. Rien n'est fondamentalement grave. Oui, qu'est-ce qui peut être grave? C'est la perte d'un enfant. Là où je suis d'accord. Mais parfois, on s'attache à des détails, on s'attache à des événements qui sont d'une gravité mais bénigne par rapport à ce qu'est la vie. J'ai perdu mon emploi, ce n'est pas grave. J'ai fait faillite quand j'ai eu mon magasin, ce n'est pas grave. J'ai perdu de l'argent aussi, ce n'est pas grave. Parce que la vie est beaucoup plus forte que ça. Donc, relativiser les choses, penser positif, et puis sourire, quoi. Sourire aux autres, sourire à la vie, et le sourire, c'est une porte d'entrée. Mais je voudrais vous donner aussi une clé. Le matin, souvent, quand on se réveille, il se peut qu'on ne soit pas très bien, parce qu'en fait, on a 60 000 pensées, donc 40 000 pensées négatives. Ce qui est assez extraordinaire, quand même. Donc, autant une pensée négative, je peux la switcher en pensée positive la journée, ça, je sais le faire. Autant une pensée négative, je ne peux pas la switcher la nuit parce que c'est mon inconscient qui travaille. Et là, j'ai deux cas. Soit je me réveille en disant « je ne suis pas bien, la journée, elle est foutue, j'arrive au bureau, je fais la tête, un collaborateur me demande quelque chose, je lui réponds mal, ma femme me parle ou mon conjoint me parle, je ne lui réponds pas, etc. » Ou alors, je prends une autre décision, c'est d'avoir un rituel du matin qui me permet de switcher ma pensée, de passer d'une pensée négative à une pensée positive. Et ce que je veux dire aux gens qui nous regardent, c'est créer votre propre rituel du matin pour modifier votre état d'esprit, parce que chaque jour commence par un matin, et la qualité d'une vie, c'est la qualité des matins. Comment avez-vous réussi à devenir coach sans formation particulière dans ce domaine? Le coaching, c'est écouter les gens.
Le coaching, c'est faire parler les personnes et faire sortir en elles ce qu'elles ont de meilleur et la solution. Quand, à 27 ans, je prends la direction de la mutuelle, sans le savoir, pendant 3 mois, je fais un travail de coach. À savoir que je vais interviewer un par un les 75 salariés, à qui je demande pourquoi ils sont là, ce qu'ils ont fait depuis qu'ils sont là, comment ils voient l'avenir, comment ils voient leur poste, comment ils voient l'évolution. Et au bout de 3 mois, j'ai vu ces 75 salariés individuellement et j'ai créé le fameux plan de développement qui a sauvé l'entreprise. C'est ça le travail de coaching. Et en fait, quand je suis arrivé à faire du conseil d'entreprise, eh ben, j'ai fait du coaching. Vous êtes en fait un vrai monsieur Jourdain. Vous avez été conférencier, coach et chef d'entreprise sans formation particulière. Et aussi, maintenant, vous écrivez des livres. Oui, en 2016, j'ai publié un livre qui s'appelle « J'ai décidé d'être heureux ». Et puis, comme il était en fin d'édition, je le réécris complètement différemment. C'est pour ça que le titre va changer. Et puis, le deuxième livre, c'est « Construire mon optimisme ». Ça va dans ma volonté de démontrer aux gens qu'aujourd'hui, il faut être optimiste. Quels sont vos projets aujourd'hui ? Ce que je veux faire maintenant, c'est vraiment transmettre cet optimisme. Je voudrais transmettre ce bonheur. Les pessimistes pensent que l'avenir sera très dur, très compliqué, donc ils vont se refermer. Quand les optimistes pensent qu'en fait, ils vont créer leur avenir, donc ils vont s'ouvrir. Alors ce que je veux faire, c'est un tour du monde pour développer cette idée que l'optimisme, le bien-être, le bonheur amènent les gens à vivre mieux, et qu'à partir du moment où ils amènent les gens à vivre mieux, amènent la paix et la paix mondiale. Et donc je voudrais faire ce tour du monde, peut-être auprès des universités, peut-être auprès des alliances françaises, pour délivrer ce message, un message poétique de l'optimisme. Le mot de la fin ? J'en aurai 2, oui qu'une fois. Alors soyez heureux. Et puis le deuxième mot, c'est une parole de Baden-Powell, qui a créé le scoutisme, qui nous dit l'optimisme est une forme de courage, qui donne confiance et qui mène au succès. Et si vous avez envie d'avoir du succès dans votre vie, dans votre famille, dans vos associations, dans votre travail, soyez optimiste. Dans cet entretien, Jean-Philippe Ackermann nous livre, à travers son expérience, plusieurs clés pour connaître le succès et réaliser des choses a priori impossibles. Tout d'abord, décider d'être heureux et entretenir l'optimisme. Ensuite, être audacieux et se lancer des défis. Prendre du plaisir à faire les choses et changer d'activité si l'envie n'y est plus. Trouver son propre style et faire preuve de créativité. Précisons au passage que son concept de conférence-spectacle a fait école et qu'il a été repris depuis par de nombreux conférenciers. Enfin, gardons bien à l'esprit de toujours parler positif, créer un rituel du matin pour entretenir cet état d'esprit positif, relativiser les événements et sourire aux autres et à la vie. Si Jean-Philippe Ackermann l'a fait, pourquoi pas vous ?